Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. Le Crédit Agricole Alsace-Vosges au service de nos territoires et de ceux qui y vivent. Salut à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une heure d'actualité régionale en direct, comme chaque soir de la semaine, c'est 24 heures en Alsace, avec un gros programme, c'est le début de la semaine, mais on va déjà s'occuper de votre week-end et de vos sorties. On va parler musique avec le festival Contretemps, ça a démarré le week-end dernier, c'est jusqu'au 23 juin du côté de Strasbourg. On va parler de cirque avec Yann Panchaud également, pas de cirque itinérant, mais de cirque en esprit cabaret sous chapiteau à Strasbourg. Ça s'appelle Cirque en vol, c'est vendredi et samedi à Elkirch et à Strasbourg. Du sport évidemment, comme chaque lundi, les meilleurs espoirs du golf régional et français étaient à la Vancenot tout au long du week-end. On parlera triathlon également du côté d'Ensisheim, mais on va parler cyclisme sur route, mais aussi cyclisme artistique. Les championnats du monde junior avaient lieu à Geispolsheim, image extrêmement spectaculaire. On va parler de cycleball, on parlera de Sébastien Loeb, beaucoup de choses dans cette émission. Et puis bien sûr Nicolas Riffel en fin d'émission, c'est l'été ou presque. On va parler de glace chez un spécialiste, Alba du côté de Vieux-Tannes. Tout ça est au menu de ces 60 prochaines minutes. On commence, bien sûr, comme chaque soir, par les infos. Le JT est présenté par Anna Britz. Bonsoir à tous. Et dans l'actualité ce soir, et si vous receviez 200 € pour venir au travail à vélo, ou si la circulation était interdite aux abords des écoles, aux heures de sortie des classes? Autant de mesures qui se développent en Alsace et on va vous en parler dans ce JT alors que la loi mobilité est en discussion à l'Assemblée nationale cette semaine. Ils sont loin des cours de Roland-Garros mais ils vivent aussi la passion du tennis. Direction Cernay où nous avons rencontré des adeptes du CC Tennis, une discipline destinée aux malvoyants. Et puis vous venez de le voir en images, nous partirons en Allemagne découvrir la Völklinger Hütte, une ancienne usine sidérurgique qui vous propose de découvrir un pan de l'histoire des pharaons dans un cadre exceptionnel. Et si l'on interdisait la circulation automobile autour des écoles, alors que la loi mobilité est en discussion cette semaine à l'Assemblée nationale, des parents d'élèves de Cronenbourg, en concertation avec leur école, et l'Eurométropole de Strasbourg ont débuté une expérimentation ce matin. Les voitures ne sont plus les bienvenues rue des Renards aux heures d'entrée et de sortie des classes de l'école Camille Hirtz. L'enjeu, développer l'écomobilité et sécuriser l'accès à l'école. Un reportage de Camille Roland et Fanny Kuntz. Depuis ce matin, une barrière amovible bloque la circulation automobile rue des Renards. Et lorsque sonne la sortie des classes de l'école Camille Hirtz, c'est à pied, à vélo ou encore en trottinette que les enfants rentrent chez eux. Testée pendant tout le mois de juin, cette expérimentation initiée par des parents d'élèves, l'école et l'Eurométropole de Strasbourg a pour objectif d'améliorer le bien-être et la sécurité des enfants. Et le dispositif est plutôt apprécié. Je trouve que c'est une très bonne chose parce que moi j'ai 2 enfants qui sont, dont un unique qui est dans cette école et donc c'est vrai que moi je les accompagne à pied, donc c'est vrai que c'est beaucoup plus agréable de ne pas être confronté aux véhicules qui stationnent et qui se garent finalement n'importe où. Je pense que c'est une très bonne chose dans le sens que ça responsabilise les gens et puis que ça oblige les gens aussi à se déplacer autrement qu'en voiture. Parce que ce n'est pas le seul moyen de transport, heureusement. Moi, je viens en voiture, mais je me gare toujours un peu plus loin. Je sais que cette route est encombrée, qu'il y a des enfants. Donc, je suis ravie que ça reste libre pour les enfants aux heures de sortie. On se dit que ce sera les adultes de demain. Et si on leur donne des habitudes de se déplacer à vélo ou à pied dans une ville qui est quand même très agréable, ça sera toujours ça de gagner pour le futur, surtout quand on sait que la qualité de l'air à Strasbourg n'est vraiment pas terrible, quoi. L'école n'en est pas à sa première opération de sensibilisation au transport propre. L'année dernière, elle avait organisé une journée consacrée au vélo pour ses 400 élèves. Depuis septembre, une douzaine de parents ont engagé une réflexion pour développer encore plus l'écomobilité. On s'est rendu compte qu'en fait, l'école ouvre à 8h20. Et que c'est vraiment entre 8h20 et 8h30 qu'il y a un pic de voitures qui viennent déposer les enfants. Et c'est beaucoup de stress, quoi. On bloque la rue, il faut libérer pour le suivant, le temps d'ouvrir la portière, l'enfant, voilà, etc. C'est vraiment énormément, c'est très anxiogène, aussi bien pour les parents volants que pour les parents à l'extérieur des voitures, que pour les enfants, les enseignants qui sont au portail. On a voulu travailler sur ce temps-là, quoi, en fermant la rue pendant les heures d'arrivée scolaire. On a réfléchi sur les différentes possibilités d'améliorer un petit peu les conditions d'arrivée des élèves à l'école, d'un point de vue donc, de la santé, puisque les élèves
élèves, on s'est rendu compte, marcher de moins en moins ou se déplacer de moins en moins à pied ou à vélo pour aller aux écoles. Donc il y a un enjeu de santé, de climat aussi, puisque la pollution, il y a des pics de pollution aux heures d'arrivée de l'école. Au-delà de cette fermeture de la rue, d'autres actions devraient être mises en place. L'installation d'un abri vélo qui pourra accueillir 60 bicyclettes dans l'école, la transformation de la rue en zone de rencontre, la création des zones de dépose minutes ou encore le développement du réseau cyclable. Cette année, 4 écoles ont été accompagnées par l'Eurométropole et un cabinet d'études pour faire un diagnostic de ces mobilités. On veut doubler la part du vélo à Strasbourg et pour doubler la part du vélo, il faut à mon avis avant tout s'intéresser au futur. Mais c'est dès demain, mais c'est les enfants parce que c'est quand on est enfant qu'on prend ses habitudes de mobilité. Et si on commence à être emmené à l'école en voiture plutôt qu'à pied ou à vélo, on fera moins de vélo et moins de marche par la suite. Et surtout, on observe un effet un peu pervers, c'est des parents qui se disent je vais emmener mon enfant à l'école à vélo, en voiture parce que les autres le font en voiture et donc mon enfant il sera pas en sécurité aux abords de l'école. Donc si on sécurise les abords de l'école, tous les parents auront aussi peut-être plus confiance pour que leurs enfants viennent à pied ou à vélo. Changer ses habitudes, c'est le défi auquel seront confrontés les parents et enfants de l'établissement jusqu'à la fin de l'expérimentation, le 21 juin. Un questionnaire sera ensuite remis aux riverains, enseignants et parents pour établir un bilan, avec une ambition finale, pérenniser la fermeture de la rue des Renards dès la rentrée prochaine. Ils ne voient pas la balle, mais ils l'entendent. Ce sont les adeptes du CC Tennis, du tennis adapté pour les personnes malvoyantes ou aveugles. Nous sommes allés à Cernay, où le tennis club a lancé la première section du Haut-Rhin il y a quelques semaines. Romain Hirt. Là, je t'ai mis dans la bonne position. Là, maintenant, si je fais ça, là, elle est bonne, c'est parfait. Je suis bon parce que... Jouer au tennis sans voir la balle. C'est le challenge que se lancent Lucien et Sébastien. L'un est malvoyant, l'autre est aveugle. Les deux sont ici pour apprendre le CC Tennis, un sport adapté aux personnes déficientes visuelles. C'est un sport qui existe depuis maintenant une trentaine d'années dans le monde et très très peu en France. Donc ça commence seulement à se développer, mais c'est juste le début. Et au Tennis Club de Cernay, nous, c'est vraiment dans notre nature, notre ADN, que d'ouvrir au maximum la pratique du tennis à un maximum de monde. Et on s'est dit, pourquoi pas aux personnes qui ont des troubles visuels. Et on s'est mis en rapport avec les chiens guides d'aveugles pour pouvoir proposer cette section CC Tennis. La discipline diffère légèrement du tennis classique. On utilise les mêmes outils, mais adaptés à la pratique. Le terrain est plus petit, comme les raquettes. Une question subsiste, comment repérer la balle ? Les balles ont des grelots, car la représentation de la balle pour les personnes déficientes visuellement, c'est par le son. La balle est en mousse avec une coque en plastique rigide qui va absorber donc les rebonds pour garder le niveau de jeu à hauteur d'homme. Donc le niveau de jeu sera souvent entre l'épaule et le sol. Malgré ces règles adaptées, le CC Tennis reste difficile à appréhender pour les novices. Le premier défi de Lucien, repérer la balle. Vous arrivez à la suivre des yeux, c'est toujours plus facile. Vous ne pouvez pas vous empêcher de la suivre des yeux. Mais là, étant à l'écoute, ce n'est plus du tout la même chose. La direction, c'est une chose. Après, la distance. Après, vous avez une raquette en main. La toucher avec la raquette. Mais je dis bien la toucher, cette balle avec la raquette. Donc des choses qui sont à découvrir. Et c'est donc une ouverture je dirais presque une exacerbation des sens qui existent. Un travail sur les sens qui peut être utile au quotidien, notamment pour se déplacer. Le CC Tennis, un service gagnant pour les malvoyants. Cet été, vous vous rendrez peut-être à un des nombreux festivals de la région. Et s'il y a bien un objet à ne pas oublier, c'est la crème solaire. Partant de ce principe, la jeune start-up strasbourgeoise New a choisi le festival parisien Wheel of Green pour lancer officiellement sa crème solaire éco-responsable. À côté des têtes d'affiche comme Booba, Chris et Aya Nakamura, ça se passait ce week-end. Un reportage de Nora Bouriois. À Wheel of Green, musique et environnement vont de pair. À côté des têtes d'affiche, le festival parisien a accueilli 18 startups spécialisées dans l'innovation verte. Parmi elles, New. Elle propose une crème solaire écologique et éco-responsable.
On est sur des filtres minéraux, donc du zinc et du titane qu'on utilise sans nanoparticules pour pas qu'il y ait de pénétration de l'organisme. Donc la crème reste vraiment en surface pour refléter les UV. Et tout le reste de la composition est vegan, naturelle, avec le minimum d'ingrédients nécessaires. Donc c'est une crème qui est un peu plus chère mais qui utilise vraiment que des bons ingrédients. On a aussi des principes actifs bio, l'huile d'amande, d'aloe vera, de l'huile de ricin et encore pas mal d'autres choses pour en faire une crème qui soit à la fois protectrice et réparatrice. Sa présence à Wheel of Green permet à cette start-up strasbourgeoise de se faire connaître et de présenter pour la première fois ses tubes de crème solaire, financés grâce à un appel aux dons. Conçu par des amateurs de plongée, New propose aussi aux consommateurs de prendre part à des actions concrètes de protection de l'environnement. On est en train de développer une fondation ou une ONG en parallèle de la société pour avoir vraiment un organisme à but non lucratif qui s'occupe exclusivement des actions, et on va travailler au niveau européen avec plusieurs pays parce qu'on met beaucoup en relation des acteurs engagés pour l'environnement pour créer des grosses synergies au niveau des actions sur les coraux, sur les déchets, sur ce genre de choses. Donc c'est quelque chose qui nous tenait à cœur et on veut vraiment inspirer les futurs entrepreneurs et montrer qu'on peut avoir un business model classique mais quelque chose de plus vertueux pour s'engager vraiment pour l'écologie. New sera disponible dès la mi-mai dans plusieurs commerces spécialisés et via leur site web. Les Strasbourgeois seront aussi au Delta Festival à Marseille pour continuer leur promotion, mais aussi mener des actions de nettoyage sur place. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent. Et je vous propose maintenant de traverser la frontière à la découverte d'une exposition exceptionnelle. Après le trésor de Toutankhamon qui est présenté à la Villette à Paris en ce moment, c'est l'or des pharaons qui est visible à la Völklinger Hütte, un reportage de Fanny Kunz. Qu'il soit sous la forme de statuettes ou de bijoux, l'or faisait partie du quotidien des Égyptiens, des pharaons. Pour s'en faire une idée, c'est à Völklingen, du côté de Saarbrück, que cela se passe. L'exposition L'or des pharaons a ouvert ses portes il y a quelques semaines. Les objets ont été prêtés par des musées du monde entier et 7 collectionneurs privés ont également partagé leur butin pour l'occasion. Une exposition qui retrace 3 aspects de l'Égypte ancienne, mystérieuse et légendaire. Wir haben 170 Exponate in der Ausstellung vom Alten Reich bis in die Spätzeit, 3000 Jahre altägyptische Hochkultur. Wir haben die Ausstellung chronologisch aufgebaut, vom Alten über das Mittlere Neue Reich bis zur Spätzeit. Und wir haben natürlich immer wieder auch den Bezug zu den Pharaonen hergestellt, denn alle Exponate der Ausstellung sind mit einem Pharao, einer Pharaonin, einer Prinzessin oder einem Prinzen verbunden. Symbole de la vie éternelle, l'or est le métal précieux le plus important de l'Égypte ancienne. Et dans cette ancienne usine sidérurgique, un métal répond à un autre. Die Völklinger Hütte ist die wichtigste UNESCO-Museumsdenkmalinstanz in der Welt zum Thema Eisen, Eisenproduktion, Stahl. Und die alten Ägypter hatten das Gold, das war im Zentrum ihrer Kultur- und Kultvorstellung, denn das Gold ermöglicht es im Diesseits einen Blick ins Jenseits zu werfen, denn es spiegelt den Glanz der Sonne und damit auch den Pharao und die Pharaonin als Abkömmling dieses göttlichen Gestirns. Insofern ist natürlich Gold in der Völklinger Hütte über die Jahrtausende hinweg ein ganz besonders spannendes Thema. L'exposition L'or des pharaons, 3000 ans d'Égypte ancienne, est visible à la Völklinger Hütte jusqu'au 24 novembre. Et on termine ce JT avec l'image du jour, Fanny Kunz. Vent violent, pluie battante, grêle. Cet après-midi, les Alsaciens ont essuyé de violents orages. Plus de 400 impacts de foudre ont été recensés dans le secteur de Ribeauvillé contre plus de 2000 dans le Bas-Rhin. Depuis 13h30, les pompiers barinois se sont mobilisés une trentaine de fois sur les plus grosses zones d'activité, comme Sélestat, Molsheim, l'Eurométropole de Strasbourg et Haguenau. Même si l'épisode orageux est maintenant passé, le service départemental d'incendie et de secours du Bas-Rhin invite à la plus grande prudence. Météo France annonce encore des risques d'orage pour les journées de mercredi et vendredi. Merci beaucoup Anna pour ce JT. On vous retrouve demain bien sûr pour les infos. On va accueillir l'équipe de la deuxième partie de cette émission dans le sillage de Marine Zis qui en parlera sport notamment tout à l'heure. Yann Panchaud va parler de cirque, Caroline Macan va parler musique. Tout ça c'est le programme de votre prochain week-end. On vous dit tout juste après la météo de Célia.
Découvrez DS3 Crossback dans votre DS Store Colmar et Haguenau et au DS Salon de Saverne. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver en ce début juin pour votre météo de ce mardi 4 juin. On a eu un long week-end presque caniculaire et une journée de fraîcheur en ce lundi avec un peu plus d'orage et de pluie qui a rafraîchi tout ça et on repart sur une vague de chaleur. Regardez plutôt mardi matin, du soleil sur l'ensemble du territoire transfrontalier avec des températures déjà très hautes en matinée. Comptez 16 degrés du côté de Wissembourg, 15 degrés pour le col de Saverne ou encore pour Strasbourg, 16 degrés également du côté de Colmar, 13 degrés la minimale du territoire alsacien. Ce sera pour Mulhouse. L'après-midi, pas de changement, toujours un grand soleil à l'horizon, pas de nuages de prévu et des températures qui grimpent encore. Toujours presque caniculaire en ce mardi après-midi, 30 degrés, ce sera pour Saverne, 31 degrés pour Wissembourg, 34 degrés la maximale du territoire alsacien. Ce sera pour Strasbourg, entre 32 et 33 degrés dans le Haut-Rhin. Un petit coup d'œil maintenant sur vos prévisions de mercredi avec toujours autant de soleil, des températures qui grimpent encore, 34 degrés prévus mercredi après-midi sur l'ensemble de l'Alsace, entre 34 et 35 degrés dans la région du Bade-Württemberg, jusqu'à 34 degrés dans le nord de la Suisse. Comme vous le voyez, mercredi après-midi, on attend des orages dans le nord de la Suisse, mais également dans le sud du Haut-Rhin, du côté de Mulhouse, Altkirch ou Huningue. Des orages sont prévus mercredi après-midi. Voilà, donc mardi, nous serons le 4 juin et nous fêterons les Kevin. Le soleil se lèvera à 5h29 pour se recoucher à 21h25. On gagne encore 2 minutes de soleil. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent moment sur Alsace 20. Je vous retrouve demain. Salut! Découvrez DS3 Crossback dans votre DS Store Colmar et Haguenau et au DS Salon de Saverne. Toujours en direct dans 24 heures en Alsace. Nous sommes lundi, mais on va déjà parler du week-end prochain parce que ça sera beaucoup mieux que de parler de la semaine. On va parler de vos sorties, de vos spectacles. Bonsoir Yann Panchaud. Bonsoir. Directeur de Graines de Cirque, c'est une structure de cirque à Strasbourg. Vous organisez vendredi et samedi à Ilkirch puis à Strasbourg un spectacle de cirque mais en version cabaret. Ça donne quoi le cirque en version cabaret? On ne parle pas de cirque itinérant, vous êtes une structure permanente qui accueillez des artistes, des spectacles. C'est ça, on est effectivement installé en chapiteau depuis une bonne vingtaine d'années maintenant, et l'assaut aura bientôt 30 ans. Et chaque année, donc, on clôt en fait nos spectacles de fin d'année des élèves, des amateurs, par un cabaret professionnel qui a pris un peu d'ampleur ces dernières années. Et donc on a un partenariat biennal avec l'Iliade à Ilkirch, donc vendredi soir c'est à Ilkirch, et samedi c'est chez nous au chapiteau. Sous le chapiteau, ça change rien, on peut faire les deux dans une salle, dans un chapiteau, c'est les mêmes... il y a des contraintes un petit peu dans une salle quand même. Ouais, ça change un peu pour les artistes puisqu'ils travaillent en frontal du coup. Frontal, ça veut dire face au voilà, public, on a 3 murs et une seule face. Et c'est vrai que on voit des agrès là, actuellement qui se prêtent assez bien au côté circulaire de la chose. Et donc nous, on milite plutôt pour ça. Au menu, il y a du trapèze, la jonglerie, du mât chinois, du fil de fer. D'où viennent ces artistes que vous accueillez pour une seule date, du coup, pour une seule soirée en fait? Pour les deux, du coup, c'est le même cabaret qui joue, c'est le même plateau qui joue vendredi et samedi. Ouais. C'est des gens en fait, soit qu'on a croisés, on accueille pas mal d'artistes en résidence aussi, on travaille un peu avec les autres écoles de cirque, les centres de formation professionnelle. Et notamment en Grand Est avec le CNAC, le Centre National des Arts du Cirque. J'adore le CNAC, mais qui n'est pas en Alsace. Je fais la vanne à chaque fois, mais je ne sais plus fort que moi. C'est le Centre National des Arts du Cirque. Tout à fait. École supérieure, c'est un peu la voie royale en France pour la formation des artistes de cirque. Et donc là, sur les gens que vous voyez là, qui seront visibles ce week-end, il y en a 4 qui sortent du CNAC, 2 qui viennent de sortir en fait, avec leur numéro de sortie, et puis Théo Touvet et Marion Ergas qui ont tous les deux aussi fait le cursus à Rony puis au CNAC. Alors il a fallu en sélectionner un tout petit peu, j'en ai choisi arbitrairement un, notamment il s'appelle Joël Caron, lui fait du mât chinois, regardez ce que ça donne, on en parle juste après. Ces artistes, vous les accueillez le temps d'un week-end. Où est-ce qu'ils se produisent le reste du temps? Alors là, Joad par exemple, c'est un sortant, lui il vient de finir sa formation, donc il a eu une année de professionnalisation, ils ont tourné. Moi je les ai vus à la Villette, à Paris. Après, ils vont se monter en collectif, rejoindre des compagnies existantes ou des projets personnels ou des projets solo. Là, c'est des formats de numéros, donc la différence avec ce qu'on peut faire en décembre pour Noël en piste, par exemple, c'est pas des formats de spectacle d'1 heure ou 3 quarts d'heure. Là, c'est vraiment des formats de 5, 6, 8, 10 minutes.
Et c'est vrai que l'intérêt pour les spectateurs, c'est de voir plein de disciplines de cirque assez différentes et puis plein d'univers différents. Donc le travail est vraiment différent puisque en 5, 6, 8 minutes, il faut instaurer un univers, etc. Donc là, c'est leur numéro de sortie en fait. Et puis après, il y a d'autres artistes qui, eux, vont être dans des compagnies ou qui ont travaillé des formats de spectacle. Voilà. Donc après, c'est des gens qu'on a croisés, qu'on est susceptible d'accueillir. Eux nous ont fait une demande de résidence, du coup, avec un collectif. Là, ils sont 6 à vouloir travailler, notamment avec de la bascule coréenne également, des choses comme ça. Pour les retrouver parmi les incontournables, les classiques du cirque, il y a le trapèze. Je ne voulais pas que vous manquiez ça. Regardez. On est sur une dimension très artistique, très mise en scène, on est peut-être moins sur le trapèze classique qu'on pouvait connaître. C'est un peu symptomatique ou révélateur plutôt de ce cirque qui se renouvelle. C'est vraiment un bouillon, un vivier de création, ces artistes, ces numéros. Ouais, tout à fait. C'est vrai, dans des formats de cirque qu'on va dire contemporain, cirque de création, pas spécialement par opposition au cirque traditionnel, mais c'est vrai que du coup, les artistes cherchent, Lola, elle se bagarre avec son tapis et donc tout son numéro est basé là-dessus. Alors accessoirement, il y a du très belle chose en trapèze. Elle a choisi ce registre-là. On voyait que Joad était dans quelque chose d'un peu plus intimiste. Donc chacun choisit effectivement d'emmener le public vers un univers, une esthétique. Et puis c'est vrai que le cirque, c'est un truc dans lequel on peut mettre à peu près ce qu'on veut maintenant. On voit du théâtre, on voit de la danse, on voit du mime, voilà, ce qu'on appelle les arts frères. Et c'est vrai que c'est une des rares disciplines dans laquelle on met à peu près tout. Là, on est sur quelque chose de quasiment dansé avec l'acrobate à la Roussire. Donc c'est vrai que cirque, danse, théâtre, mouvement, image, voilà, c'est des choses qui se font de plus en plus. Et longue vie à Graines de Cirque, 20 ans, donc on peut repartir pour une génération. Alors 30 ans, même 20 ans qu'on est installé à Strasbourg, au port du Rhin, et 30 ans l'année prochaine, donc on vous prépare de belles festivités pour fêter dignement ces 30 ans. Ça s'appelle Cirque en vol, c'est donc vendredi soir à l'Iliade et samedi sous votre chapiteau au Jardin des Deux Rives. Les infos pour les réservations, pour tout ce qu'il faut sur le site internet ou au téléphone qui s'affiche. Merci beaucoup. Merci Yann à vous. Panchaud. Vous restez avec nous ? Ouais. Vous aimez la musique ? Ah oui. Ah oui, votre voisine piaffe d'impatience depuis tout à l'heure. Ça a démarré le week-end dernier, le festival Contretemps. C'est à Strasbourg tous les mois de juin depuis 2004. Oui, c'est ça. J'étais jeune depuis quand ça avait 15 commencé. ans, ouais. Trop bien. C'est tout au long du mois de juin, ça a démarré ce week-end, c'est jusqu'au 22-23 pour ceux qui ne connaissent pas, et c'est mal si vous ne connaissez pas. C'est quoi ? C'est musique en général, électro, soul, hip-hop, funk, techno, c'est l'ADN de Contretemps, c'est un petit peu tout ça ? Alors l'ADN, c'est de pouvoir proposer une palette musicale quand même assez variée, avec quand même une prédominante sur la musique électronique, et de proposer ça dans des lieux assez variés également, donc de tisser en quelque sorte une toile d'araignée de musique musicale sur la ville de Strasbourg pendant 2-3 semaines à peu près en juin. Et pour cette 16e édition, par exemple, on a invité une 50aine d'artistes. Oui, il y a 50 artistes sur quoi ? Sur à peine 3 semaines. Juste pour faire un topo, voilà. Alors c'est pas un festival au sens où vous colonisez un lieu pendant un week-end ou plus, c'est vraiment éclaté. Vous êtes dans des salles qu'on connaît, le Django, la laiterie, vous êtes en extérieur au Jardin des Deux Rives, on en parlera, vous êtes sur des bateaux, vous êtes un peu partout dans un cinéma. C'est un parti pris ou c'est un choix un peu subi parce que c'est compliqué de faire un seul site pour un festival ? Alors c'est un parti pris parce que c'est vrai que d'origine le festival ça a toujours été multisite en fait, et puis on aime bien couvrir un petit peu différents endroits, c'est un petit peu notre marque de fabrique aussi. Ça donne différentes ambiances aussi ? Ça donne effectivement plein d'ambiances différentes et c'est ça qui rend le festival agréable et attractif, et voilà, on s'amuse beaucoup nous aussi. Il a fallu sélectionner parmi les 50 artistes, j'ai fait le sélectionneur, ça s'appelle Funk Industry, regardez, ils seront à ce festival bientôt. pas
pas noté dans mes petits papiers la date, c'est le 23. C'est le 23 juin au Poule Sonore, oui. Eau de Rive. C'est ça. Juste une des particularités depuis quelques années déjà, c'est les croisières musicales. Il y en a 14 sur des bateaux au centre de Strasbourg. 9 sont déjà complètes, donc dépêchez-vous là aussi. Pareil, c'est une ambiance, Je pense qu'elles sont quasiment toutes complètes. C'est pour ça qu'en général, j'en parle pas trop à cette date-là, parce que ça peut créer quelques frustrations justement parmi les festivaliers. Donc c'est vrai que oui, elles appartiennent aux personnes qui se lèvent tôt, effectivement. Mais effectivement, c'est une ambiance géniale en fin d'après-midi comme dans la nuit. Le but, effectivement, c'est toujours cette ambiance strasbourgeoise et de redécouvrir Strasbourg sous un autre angle avec un DJ invité et puis des petites boissons et puis beaucoup de rire, voilà. Quel est le public qui vient à ce festival? C'est plutôt des spécialistes ou des personnes plus novices qui viennent découvrir un nouveau style de musique? Alors il y a vraiment de tout et de tous âges. C'est vraiment un festival qui, justement, comme on est multisite et aussi multicolore au niveau de la musique. Au Pelouse Sonore, par exemple, on va retrouver un public très familial. Ils viennent avec c'est un pique-nique musical en fait. Je me rappelle que c'est gratuit. Voilà. Juste parenthèse, c'est le 22 et 23. Il y a plein d'événements gratuits, il y en a beaucoup qui sont, on est quoi, à 4, 5, 10 euros. Il y a un vrai parti pris sur les tarifs aussi, c'est vraiment pas cher. Oui, tout à fait. C'est nos partenaires qui nous permettent de faire ça. Faut pas l'oublier, la ville, l'Alsace, la ville, la région et le département nous permettent de proposer des événements gratuits. Oui, tout à fait. Donc on a effectivement les Pelouses Sonores qui sont un événement gratuit et qui est très familial, par exemple. Après, on a l'événement dans un nouveau lieu et qu'on est très content d'investir, c'est la Halle Citadelle. Donc ça, c'est nouveau. C'est tout nouveau, oui. C'est une friche industrielle qui est utilisée pour la première fois à cette destination-là, donc d'événements, de soirées plutôt électroniques sur le vendredi 14 juin et le samedi 15 juin. Du coup, oui, ça c'est une première. Et là, c'est un petit peu plus jeune, mais on a aussi des aficionados un petit peu plus âgés. Disons que notre public, c'est vraiment de 5 à 75 ans. Voilà, pour répondre à votre question. Ça va. Il nous reste une petite minute, juste un des coups de cœur. Il clôturera lui aussi au Jardin de Rive, ça s'appelle Vaudou Game. Regardez. Allez, maman, allez, Festival Contretemps, c'est jusqu'au 23 juin. Il y a plein de choses. Il y a très vite si vous voulez aller en croisière, Marine, pour la musique ou pas. Et comme dit, la partie gratuite au De Rive le week-end du 22 et 23 juin. Merci beaucoup, Caroline McCann, d'être venue nous présenter tout ça ce soir. Yann Panchaud, merci beaucoup. Merci à vous. On rappelle Cirque en Vol ce vendredi et ce samedi. C'est ça. À l'Iliade, à Ilkirch et à Strasbourg. Chez vous, au De Rive, vous êtes voisins du coup le temps du festival. Merci à tous les deux d'être venus nous faire notre programme de ces prochaines sorties, de ces prochains week-ends. Marine, vous restez avec nous, on va parler sport et notamment golf dans un instant, juste après cette page de pub. À tout de suite. Et tous les lundis soirs, on parle de sport, ça s'appelle Top Sport et c'est avec Marine Zis. Ce soir, c'est un Top Sport en mode explorateur. On parlera quand même de Sébastien Loeb. On prendra également des nouvelles des basketteurs de Gris et puis des triathlètes de l'Alsaceman. Et puis surtout, regardez ces images, on vous parlera de cyclisme artistique et puis bien entendu de hockey subaquatique. On vous fera découvrir ou redécouvrir en tout cas cette discipline. Et pour continuer sur cette lancée de sport qu'on parle peut-être moins souvent, on va parler de golf avec vous ce soir. Philippe Pinsou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre du comité de la Fédération française de golf et bon, vous êtes un petit peu quand même, le golf est un peu plus connu que le hockey subaquatique quand même. Oui, on va dire ça, oui. On a 410 000 licenciés en France. C'est l'un des plus gros sports en termes de licenciés d'ailleurs. Oui, un des plus gros derrière le tennis, en sport individuel.
Et le basket, Marine. Mais avant de parler de tout ça, Mathieu, on commence par les nouvelles de Sébastien Loeb. Vous avez envie d'aller au Portugal, je vous emmène au Portugal sur les traces de Sébastien Loeb. Ça s'est un peu moins bien passé qu'il y a 3 semaines au Chili pour l'Alsacien qui était monté sur le podium. Là, dès la 3e spéciale du rallye vendredi, problème moteur pour Sébastien Loeb qui a du coup concédé énormément de temps. Et puis sale week-end pour Hyundai, son équipe, puisque son coéquipier Dani Sordo a également été victime de casse. Celui qui s'en est bien sorti là-dedans, c'est leur coéquipier Thierry Neuville qui termine 2e. Ça, c'est Dani Sordo, pas content du tout, mais alors pas du tout, des soucis techniques sur sa voiture. Rallye remporté par le laiton Haute Tanak qui revient à 2 petits points de Sébastien Ogier au championnat du monde. On est pile à la mi-saison. Prochaine étape, ça sera en Sardaigne dans 2 semaines, sans Sébastien Loeb qui lui sera dans les Vosges si vous voulez voir le champion alsacien du côté de Gérardmer pour le rallye Grand Est. Voilà pour les nouvelles de Sébastien Loeb, Marine. Ça y est, on parle basket avec les Verts de Gris. Ils affrontaient ce week-end Vichy-Clermont en quart de finale des playoffs. Alors, ils avaient remporté le premier match à l'aller au buzzer. Et puis là, c'était donc le second match qu'ils ont également remporté. Regardez ces images du match de ce week-end. Gris donc en vert. Gris qui a été souvent mené durant la rencontre, mais ils ont réussi à maintenir leurs adversaires à 42% de réussite au tir, et c'est surtout dans le dernier quart-temps en fait que les Verts ont pris le dessus avec un 25-13. Ils remportent donc ce 2e match des quarts de play-off et sont donc qualifiés pour les demi. Ils jouent à Rouen ce vendredi, puis match 2 à Gris lundi 10 et puis match d'appui si nécessaire mercredi, Mathieu. Jeudi. Je crois. Jeudi, pardon. Mais peu importe, ce sera à Rouen. En tout cas, j'espère pour eux qu'il n'y en aura pas en fait. C'est pour ça que je me suis trompée dans la date. Comme là en 2 matchs, donc rendez-vous lundi soir du côté de Gris, on y sera évidemment. On va parler de golf avec notre invité Philippe Pinceau. On va parler notamment de cet événement. Ça avait lieu, regardez ces images, ce week-end du côté de l'Avencenau. Les tout meilleurs jeunes Français étaient sur les greens des catégories U12 et U14. De la graine de champion, tous les meilleurs jeunes espoirs, garçons et filles du golf français étaient sur le parcours de l'Avencenau pour le Grand Prix Jeune Majeur, un des 4 plus gros tournois de cette catégorie. On avait donc là vraiment la future élite du golf français, Philippe Pinceau. Ils ont tous des grands et on joue surtout comme les grands. Les règles sont quasiment les mêmes. On joue sur les grands parcours, on joue avec les mêmes, Alors, règles. on a un parcours adapté un peu pour les U12 et U14. Ils ont des départs un peu plus courts, donc des trous qui sont plus raccourcis forcément, mais c'est exactement comme les grands. Et là, nous avions un plateau de 144 jeunes joueurs parmi les meilleurs Français. Je crois que sur les 20 meilleurs Français, vous en aviez 19. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'élite. L'élite est venue à l'Avencenau et a pu tout à fait se mesurer sur un magnifique parcours qui a été préparé extraordinairement bien par l'équipe des jardiniers et puis l'équipe de l'association sportive qui a reçu tout le monde. C'était vraiment un grand moment pour les jeunes. Ça, c'est important. Il y avait les meilleurs qui étaient là. Comment est-ce qu'on forme les meilleurs, justement, au niveau ? Ça, c'est une grande question, en effet. Nous avons des filières. Alors, bon, il y a tout d'abord les filières écoles de golf des clubs. Et je dirais qu'en Alsace et autour de Strasbourg, nous avons des bonnes écoles de golf dans chacun des 4 clubs qui sont présents, des 5 clubs qui sont autour de l'Eurométropole. Mais on a aussi la filière scolaire, puisque maintenant le golf entre dans les classes, dans les écoles, au niveau des... Les clubs accueillent. Les clubs accueillent après le petit parcours d'initiation qui est donné par les enseignants, soit les maîtres d'école, soit les professeurs de PS. Donc, qui sont formés par nos professeurs des écoles de golf. Voilà, les champions de demain là, qui ont 11, 12, 13 ans, qu'on voit sur ces images qui étaient sur ce tournoi ce week-end, ils sont quoi ? Ils sont forcément dans un club ou il y a des parcours entre guillemets individuels, un peu comme au tennis parfois ? Ils sont dans un club et à partir de 14 ans, ils peuvent rejoindre un pôle qui va être soit le pôle, les pôles espoirs ou après le pôle France. Donc c'est avant tout quand même une mission des clubs, c'est clair. Ces jeunes-là, on pourra peut-être les retrouver aux prochains Jeux Olympiques ? Oui, on espère bien. Et puis le championnat du monde qui va se dérouler aussi en France très bientôt. Et oui, bien sûr, on se prépare pour 2024 en France, clairement. Et ces jeunes-là sont soutenus par la Ligue, évidemment. La Ligue de notre région et toutes les ligues sont très présentes pour accompagner les jeunes vers le haut niveau. Et la fédération qui prend donc la suite de leur formation, parce que nous sommes sur un sport qui a un caractère très international de suite.
Donc c'est ce qui fait toute la différence et qui implique que nos jeunes, pour être performants, doivent se retrouver rapidement sur des tournois à l'international. Le très haut niveau, c'est comme dans tous les sports, c'est beaucoup d'entraînement. C'est particulièrement vrai au golf quand même, où les parcours, la durée des épreuves, l'apprentissage de la gestuelle fait que c'est en volume, en horaire d'entraînement, c'est très lourd, c'est très contraignant. C'est très lourd, c'est au minimum tous les jours pour pouvoir tenir un entraînement de haut niveau. Et puis surtout, cet entraînement doit reposer sur au niveau performance, ça va être le physique, ça va être le mental, et puis évidemment la technique. Et là, c'est le triptyque sur lequel repose forcément notre sport. Et là, ça demande beaucoup de temps. On sait aussi qu'un parcours, c'est long, c'est 4h30, et ça demande véritablement beaucoup d'entraînement en amont pour pouvoir tenir le niveau. Dans la région, il y a un vivier, il y a un potentiel. On avait quelques alors chez les filles qui tournaient sur les circuits on notamment. a une jeune fille qui est en train de monter, là, une toute jeune, qui est U14, et qui s'appelle Kaliske Kels, qui est aujourd'hui au golf du Kempferhof, dans son club. Évidemment, on a eu les sœurs Schaeffer à une époque, là, qui étaient aussi très bien placées et qui ont eu un beau parcours et qui continuent d'ailleurs actuellement au niveau européen. Mais c'est vrai que nous sommes dans une région où nous sommes soumis aussi à la météo, forcément, et au temps c'est un peu moins favorable le golf pour les jeunes golfeurs en Alsace que dans le sud de la France. C'est vrai que nous sommes obligés d'entraîner nos jeunes souvent dans le sud de la France, voire au-delà, ça peut être jusqu'en Espagne, pour que ces jeunes puissent s'entraîner l'hiver. Voilà. Vous restez avec nous, Philippe, parce qu'on continue de parler de golf. On va juste faire une pause piscine. Marine, vous êtes allé à la découverte d'un sport étonnant, ça s'appelle le hockey subaquatique. Vous allez découvrir ça du côté de Mulhouse. Voilà, vous avez cassé mon accroche, mais c'est pas grave. Merci Mathieu. Regardez tout de suite ces images. Donc ça se passait à Piscine des Jonquilles à Mulhouse. Alors a priori, quand je suis arrivée, je me dis mais qu'est-ce qui se passe? On voit, c'est des filles, on voit des filles avec masque et tuba qui ont la tête qui dépasse à peine de l'eau. Et bien regardez, je vous emmène sous l'eau pour comprendre un petit peu mieux comment ça se passe. Donc voilà, c'est du hockey subaquatique. Le but, il est simple, un petit peu comme le hockey, c'est de marquer des buts dans le camp adverse. Vous voyez les buts au fond, en haut à gauche de l'image, ils sont tout au fond de l'eau. Et les filles donc qui sont 6 dans l'eau, il y a 4 remplaçantes et qui alternent constamment, qui montent, qui sont en apnée, qui reviennent. Écoutez justement l'un des membres du club de Mulhouse à ce sujet. En fait, nous, c'est des apnées courtes, on va dire entre 10, 15, voire 30 secondes, mais c'est répétitif. On monte, on fait une action, on joue, on remonte, on respire 2 fois, on se replace et on redescend. Et c'est ça pendant 2 fois 10 à 2 fois 15 minutes. C'est pour ça qu'on a des remplaçants pour tourner toutes les 2-3 minutes. 3 minutes, c'est déjà pas mal. Alors au niveau des équipements, je vous disais tout à l'heure, masque et tuba, mais les filles sont aussi équipées de gants en silicone et puis d'une petite crosse, voilà, vous voyez là dans sa main qui n'est pas très grande, et on les voit aussi avec des bonnets qui ressemblent à ceux qui sont utilisés au water polo. Ça permet premièrement de distinguer les joueuses dans l'eau et au dehors aussi, mais également de se protéger des coups, parce que oui, les coups le contact est réglementé, mais il y a quand même des coups sous l'eau. Écoutez. Vous pouvez le voir, oui, moi je marque assez facilement, donc voilà, je dois avoir un problème de plaquettes, c'est ce que tout le monde me dit. Mais donc voilà, j'ai un bonnet pour protéger les oreilles, il m'en faudrait un sur tout le corps en fait. C'est les coups de palme, oui, là, on peut se prendre des coups de crosse, quand les joueuses remontent par exemple à la surface, qu'il y a la crosse qui traîne, voilà. Donc, durant ce championnat de France, donc c'était le championnat de France de la 3e division, Mulhouse y participait. Mulhouse a terminé donc 4e. Et à noter que Mulhouse est le seul club de la région Grand Est à avoir une équipe de femmes, Mathieu. Bravo à elle. On a découvert quelque chose grâce à vous, Marine. Moi, je vous emmène du côté de Geispolsheim. Peut-être que vous allez découvrir ce sport, mais peut-être pas, parce qu'il a plus de 100 ans. Certains clubs ont plus de 100 ans. Je vous emmène à Geispolsheim. Regardez ces images. À Geispolsheim, dont le club fêtait son centenaire, qui a accueilli les championnats d'Europe junior de cyclisme artistique. Alors, le principe, vous l'avez deviné là aussi rapidement.
Un vélo, alors un petit peu aménagé certes, mais vélo quand même, sur lequel on multiplie les figures, seul à 2 ou à 4. À 4 s'appelle des quadrilles. C'est championnat d'Europe junior météo-prise, toutes les nations un petit peu habituées à ça, plutôt les pays germaniques, Suisse, Autriche, Allemagne, France. Ça se pratique surtout plutôt dans l'est de la France et notamment dans différents clubs alsaciens qui sont tous quasiment centenaires. Et à ce petit jeu, ce sont les Slovaques notamment qui se sont imposés et les Suisses pour la partie féminine sur les quadrilles et sur les chorégraphies. Une Alsacienne faisait partie de la journée. Regardez sur ces images, elle s'appelle Alice Rib. Elle est championne de France cette année, championne de France junior. Elle était championne de France déjà l'an passé chez les jeunes. Elle est membre de l'équipe de France. Elle a participé au dernier championnat du monde en décembre dernier. C'était ces championnats d'Europe du coup à domicile. Là pareil, le but enchaîné, une trentaine de figures en seulement 5 minutes. On est quasiment toujours sur une roue, on est quasiment toujours en équilibre. Il n'y a pas de temps mort, pas le temps de se poser. Elle visait une 7e place. C'est pas très bien passé malheureusement, vous le voyez avec plusieurs chutes sur la fin de son programme. Elle se classe finalement 9e. Dans un programme, il faut aussi prendre des risques. Ça fait partie du jeu. Écoutez-la. Chaque exercice vaut un nombre de points, donc on essaye de mettre les exercices qui valent le plus de points et qu'on sait faire. Puis après, il y avait des exercices où il y avait des risques que je tombe, mais ils sont passés, enfin pour certains, donc c'est aussi une prise de risque en soi. Donc chacun module son programme comme il le veut, il faut se sentir bien, c'est tout. Et l'autre volet de ces championnats d'Europe junior de cyclisme en salle, c'était le cycleball, où on vous avait parlé de cette spécialité, de cette discipline en début de saison. Regardez, avec le tournoi là aussi, avec les meilleures paires européennes, vous connaissez la règle, 2 contre 2 sur un petit terrain quasiment carré, début de 2 mètres sur 2. On pousse la balle uniquement avec la roue avant, il y a des contacts, on tombe aussi, seul le gardien peut évidemment prendre les mains, on tape la balle avec la roue avant. À ce petit jeu, c'est la Suisse que vous voyez sur ces images qui a remporté le titre de champion d'Europe en finale contre l'Allemagne. Au tir au but s'il vous plaît, vous voyez même dans les gradins, il y avait de nombreux supporters suisses, autrichiens et allemands notamment qui avaient fait le déplacement jusqu'à Geispolsheim pour cette compétition. On retrouvera ça dans les différents clubs alsaciens puisqu'il y a différentes paires chez les garçons notamment qui s'entraînent et qui performent dans les différentes compétitions nationales et internationales. On termine à l'eau, Marine, avec du triathlon. Oui, et puis avec un sport un petit peu plus classique par rapport à tous ceux dont on vient de parler. Un triathlon, ça s'appelle l'Elsassmann, ça se passait ce week-end à Ensisheim. Regardez ces images, il s'agissait d'une distance olympique, c'était un triathlon M, 1500 mètres de natation, vous les voyez là. Il y avait également 40 km de vélo et 10 km de course à pied. Alors 200 participants, parmi eux une quinzaine de femmes. Alors vous le voyez là, ils ont enchaîné 2 boucles dans l'eau. En fait, là, c'était une sortie qu'on appelle à l'australienne. C'est surtout une sortie qui est plutôt faite pour que le public puisse les voir passer. Et puis donc là, ils ont enchaîné avec les 40 bornes de vélo. Et puis, tout au long de la course, il y avait des arbitres qui étaient présents sur l'ensemble du parcours. Vous voyez là avec sa tenue en bleu. Et écoutez l'importance des arbitres sur le parcours. Il y en a une qui est très importante, c'est le fait de ne pas se mettre à l'abri derrière le vélo qui nous précède. Contrairement aux cyclistes qui roulent en peloton, les triathlètes roulent de façon individuelle. Et ils doivent respecter la règle des 7 mètres, c'est-à-dire que le coureur qui les précède, il doit être au-delà des 7 mètres. La sanction, si un athlète est trop près du coureur qui le précède, c'est de recevoir un carton bleu qui signifie une pénalité. En l'occurrence, aujourd'hui, 2 minutes pour les courses en format M. Et alors après le vélo, place à la course à pied. Regardez ces images d'abord en les attendant, les vélos. Je suis allée faire un petit tour du côté des affaires. Alors il y en a, c'est plus ou moins ordonné. Il y en a un qui m'a particulièrement interpellée. Regardez celui-ci, les baskets bien alignées, les chaussettes déjà prêtes à être enfilées. Et vous le voyez là, ils doivent descendre du vélo juste avant la ligne. Et puis ils enchaînent, ils posent chacun leur vélo, puis enfilent leurs baskets, mettent leurs lunettes, leurs casquettes si nécessaire et repartent donc pour 10 km à pied qu'ils enchaînent. Alors il y en a plusieurs qui se sont démarqués, qui ont commencé la course à pied alors que d'autres n'avaient pas encore fini le vélo. Vous le voyez là, certains préfèrent s'asseoir pour question de confort. Il y en a qui prennent même pas le temps de fermer correctement leurs chaussures. Ça dépend de chacun. Écoutez, justement, je suis allée poser des questions à différents participants, savoir un petit peu leur technique au niveau de la transition. Je fais comme je peux, je me mets assis tranquillement, je change mes chaussures, je me sèche et puis je pars. Je perds un temps fou mais c'est pas grave. Le casque, les lunettes, tout est à sa place. Moi je mets pas mes chaussures avec cale au vélo, je mets mes chaussures pour courir. Déjà je suis pas bien avec les cales,
Donc je préfère avoir les chaussures à pied, course à pied. Et après je gagne du temps après pour transition vélo, course à pied. J'ai toujours du mal à enlever ma combi, donc je m'assois par terre, c'est pas très élégant, j'ai encore du travail à faire de ce point de vue-là. Mais on m'a raconté qu'une personne avait une fois laissé son gel de chaussure dans sa chaussure et a couru 10 bornes avec, donc il y a quand même des choses des fois amusantes qui peuvent se passer effectivement. Alors c'était quand même assez drôle, hein. Chacun sa technique en tout cas. Pour finir, alors le meilleur, il a fini donc ce triathlon en 2h02, ça c'était pour les hommes. Chez les filles, 2h33, pardon. Et alors juste pour la petite info, il y en a quand même un qui a décidé de le faire sans boire et sans manger parce qu'il trouvait que c'était trop facile en mangeant et en buvant durant le Mais oui, triathlon. bien sûr, Voilà. on va faire simple. Merci beaucoup Marine, on vous retrouve pas lundi prochain, il n'y a pas d'émission lundi prochain, mais on parlera de basket quand même avec le match de Gris. Rendez-vous lundi soir du côté de l'espace La Forêt pour le match de demi contre Rouen. Merci beaucoup Philippe Pincelou, Merci à vous. golf dans la région. C'était un plaisir. La suite Nicolas Riffel, on parle de glace dans Grain de sel. Bon les garçons, avant de parler des glaces Alba, moi j'aimerais bien savoir d'où vient la glace tout simplement. Qui a créé la glace? Un gars peut-être qui avait chaud? Comme beaucoup de choses, ce sont les Chinois qui nous ont apporté la glace. Les Chinois? Ouais. Et après, maintenant c'est Alexandre le Grand qui l'a effectivement pérennisé puisqu'il a pris de la neige, il a mis des fruits écrasés et du miel et ça a été ainsi comme ça les premières glaces. Pourquoi les Italiens du coup ont continué cette histoire? Je pense que quelque part il y avait effectivement des familles qui se sont appropriées le produit et qui l'ont développé. Après c'est vrai que la péninsule italienne avec sa chaleur légendaire est aussi propice à la dégustation des glaces tout au long de l'année. Et bien là tu vois où je veux en venir, l'histoire de la glace Alba. Alba. Ouais. C'est mamie Alba, de son prénom, qui est venue d'Italie en 1927 et qui a retrouvé une famille d'Italiens ici sur place qui fabriquait de la glace, qui a épousé le père de famille et ainsi effectivement… Qui est italien aussi? Qui est italien aussi, bien sûr. Exceptionnel. Et c'est comme ça que sont nées les glaces Alba. Alors qu'est-ce qui a fait le succès des glaces Alba? Je pense que ce qui a fait le succès, c'est la régularité de la qualité des produits qu'on fabrique. Parce que quelque part aujourd'hui chez nous, quand une recette est au point, on ne la modifie pas. C'est pas parce que le coût de la vanille va augmenter, c'est pas parce que le coût de la crème ou du beurre va effectivement augmenter qu'on va en mettre moins. La qualité chez nous est effectivement toujours primordiale et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on travaille avec des fabricants locaux qui sont vraiment des partenaires plus aujourd'hui que des fournisseurs. Bon, on va visiter l'atelier de fabrication maintenant. On y va. La totalité de nos sorbets, glace et crème glacée sont composés ici. D'accord. Alors tu connais la différence entre un sorbet et une crème glacée? Une histoire de lait je crois. Oui, alors dans un sorbet, il n'y a toujours que des fruits, d'accord, du sucre, un petit peu d'eau, un petit peu d'air. Ok. Voilà. Mais dans une glace et une crème glacée, il y a toujours du lait. Il y a toujours du lait, exactement. Alors la différence entre une glace et une crème glacée, c'est le taux de matière grasse. Quand on est entre 5 et 7% de matière grasse, on est dans une glace. Quand on est au-dessus de 7% de matière grasse, on est dans une crème glacée. Alors la matière grasse peut être ajoutée avec soit de la crème, soit du beurre, tout ce qui est matière grasse à base de lait. Ok, voilà. Très bien. Et donc là, vous faites un sorbet ou une glace? Là, c'est actuellement un sorbet plein fruits framboise avec une injection de framboise. Bon, c'est déjà froid alors, mais c'est pas glacé. C'est pas glacé. Température de sortie, moins 4 degrés à peu près. C'est ce qu'on appelle des glaces à l'italienne quand elles sont à cette température. Ah, quand tu la manges… C'est pareil. Cette machine fabrique des glaces à l'italienne. Maintenant, nous, on va la faire sangler, donc refroidir rapidement, absolument. Là, on est à moins 25. D'accord. La première des choses, il faut concevoir la glace. Donc d'abord, nous avons le maître glacier qui est là-bas près de sa cuve, qui conçoit le produit qu'il veut réaliser. Une fois que cette formulation est effectuée, on va passer à la production. Mais pour faire nos 420 000 litres qu'on a produits l'année dernière, il nous faut un outil un petit peu plus conséquent. Donc on utilise la grosse cuve de cuisson qui est derrière. Une fois qu'on a chauffé le mix à 82 degrés, on l'envoie dans un homogénéisateur. Il va homogénéiser le mix. D'accord. On va pulvériser à 150 kg par centimètre carré la matière. Le mix est toujours à 82 degrés. On le fait passer dans un échangeur à plaques. Température d'entrée 82 degrés. Température de sortie, tu peux toucher derrière. Vas-y. Ah ouais. 6 degrés. D'accord. Temps de passage 16 secondes. Un choc thermique. Choc thermique pour tuer les bactéries. Il est envoyé dans des cuves de maturation comme celle-ci. Ah, ils sont bons. On va rajouter les pulpes de fruits frais dedans. D'accord. Là, nous avons un sorbet cassis avec la pulpe de fruits cassis dedans. D'accord. Dans cette cuve, on va rester pendant entre 6 et par exemple 72 heures. Il y a certains produits où les arômes se diffusent mieux avec un temps plus long. Et on a aussi besoin de faire gonfler les stabilisants. Les stabilisants, c'est des fameux cols naturels, farine de carreau, farine de goitre, farine de alginate, carguénane, qui sont des algues qui permettent de gonfler les molécules d'eau et empêcher la migration, donc empêcher la formation de glaçons.
dans la glace. Et le dernier stade, le plus beau, le plus important, on va lui rajouter un petit peu d'air. On va le refroidir à moins 40 degrés. Et voilà, on a l'injection de morceaux de framboise. Alors les bacs sont stockés pendant une journée, une nuit dans cette petite chambre froide qui est ici. Et quand ils sont bien durs, on va les ramener dans notre unité de stockage qui est de l'autre côté du bâtiment. Alors on passe à la dégustation. Là, sauf erreur de ma part, c'est un parfum que tu affectionnes particulièrement, c'est du chocolat blanc. Ah oui, j'adore ça. Là, on est sur la gamme Audace, gamme qu'on a sortie en collaboration avec Marc et Berlin. D'accord. En fin d'année dernière. Là, on est sur un chocolat whisky tourbé de chez Miclo à la poudre. D'accord. Et là, on est sur un sorbet citron, Schweppes et poivre de sécheron. Waouh. Et enfin, on terminera avec une petite nouveauté, c'est le Dôme chocolat, qui est farci, si je peux me permettre l'expression, de sorbet cacao et de sorbet framboise. Tu verras, c'est magnifique. Et surtout, ne soyez pas sales!